Alors d'après cet extrait, on voit déjà qu'il y a deux personnages qui sont en vis-à-vis. Enfin, il y a un troisième personnage qui est Noémie. Et manifestement, il y a une incompréhension qui met face à face ce journaliste hongrois qui vient de s'installer dans un petit village. Alors il faut préciser que la scène se passe dans un village assez reculé de l'Ardèche. C'était donc naturellement dans la France occupée, dans la région, dans la zone libre de la France occupée, et puis en zone libre effectivement, et c'était un refuge qu'avaient choisi de nombreuses personnes qui, de par du fait de leur ascendance juive ou du fait qu'ils étaient étrangers, avaient quitté leur pays, soit parce que, par exemple, voulant s'inscrire à l'université, mais le numerus clausus dans de nombreux pays de l'Est interdisait l'accès à l'université pour de nombreux juifs. Donc, s'étaient réfugiés en France et avaient assisté en général au suivi des cours de français et d'autres choses à la Sorbonne, où il n'y avait pas avant qu'il y ait de numerus clausus. Et puis, naturellement, en 1939, et avec les premières lois anti-juives en 1940, ont dû quitter la capitale pour aller se réfugier où il était possible de tâcher d'échapper en fait aux lois antisémites. Donc, en réalité, là, ça se passe dans ce petit village d'Ardèche qui correspond dans le livre qui s'appelle Saint-Boniface, qui est calqué sur un autre lieu de l'Ardèche. Donc ça se passe dans la campagne, dans un coin reculé de la campagne française, et on voit se heurter littéralement deux microcosmes. L'un, c'est le milieu des paysans du lieu, qui, Dieu sait, qui parlent d'ailleurs pas la même langue, certains parlent français, mais beaucoup s'expriment en patois entre eux, et puis qui voient débarquer, qui ont face à eux des gens qui viennent des étrangers, dont on ne sait pas trop bien qui ils sont. Manifestement, ce sont des réfugiés, ce sont des juifs. Alors, pour certains, bon, ils sont vus avec méfiance et en même temps une certaine curiosité, mais ils ne sont pas très, très bien reçus et on se demande ce qu'ils font là. Et alors, cette espèce de rencontre un petit peu chaotique entre deux microcosmes qui n'ont pas grand-chose en commun. Par ailleurs, le livre, en fait, ce qu'il faut surtout que je dise, c'est quand le livre, je reviens à la construction du livre, quand le livre a été commencé, ça a été pendant la guerre, c'est-à-dire aux environs, les Garas, Laszlo et sa femme Nathalie, qui était juive elle aussi, mais de Pologne, ont dû se réfugier donc en Ardèche, et ils ne savaient pas jusqu'à quand la guerre allait durer. Donc ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand ils ont commencé à écrire le roman, il y avait un certain ton, l'angoisse dans laquelle ils vivaient, dans laquelle ils étaient plongés. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai tâché de comprendre le texte. Le ton de l'ouvrage, qui est un long ouvrage et complexe, il a un ton qui varie, sûrement avec aussi les fluctuations de la guerre, à mesure que, vous savez, au tout début, quand ils ont commencé à rédiger, c'était pour dépasser cette situation très angoissante dans laquelle ils étaient cachés dans un petit village, ne sachant pas ce qu'il allait se produire, jusqu'à quand ce qui allait se produire, s'ils allaient être déportés en camp de concentration, enfin, on ne savait pas très bien. Et puis alors, le ton du livre, quand même, ce livre ayant été écrit entre 1942 et 1944, il y a une évolution du ton du livre. Ils écrivaient en même temps qu'ils vivaient. Il y a eu aussi un certain décalage, parce qu'ils ont quand même, en une seconde étape, repris le livre qu'ils avaient ébauché, écrit, pour écrire en grande partie pendant l'occupation, donc en cachette. Et puis quand il y a eu la libération de Paris, enfin ils ont pu revenir dans la capitale, ils ont terminé le texte et ils l'ont présenté à un éditeur, et à ce moment-là ça a été édité en décembre 1945. Mais il va de soi que le livre n'a pas tant une unité de ton au départ, puisqu'on comprend qu'ils écrivaient d'abord toute la première partie dans cette angoisse, et alors la première partie a un ton très satirique, parce que justement il s'agissait pour eux de dépasser ces choses, une situation très très difficile, et au fur et à mesure que le livre avance, ça change,
le ton change un peu, beaucoup du reste, dans la seconde partie du livre, pour des raisons qu'on pourra éventuellement exposer plus tard, le ton a changé parce que ça a été rédigé, une partie a été rédigée de la fin du livre après la libération, et entre-temps, Garat avait eu entre les mains le texte, les souvenirs qui s'appelle Mémoire de l'au-delà, d'une juive hongroise, l'Indienne Olga, qui avait été déportée à Auschwitz, qui avait survécu à Auschwitz et qui avait écrit un texte où elle racontait vraiment dans un détail, en ne faisant aucune espèce en faisant grâce d'aucun détail épouvantable, ce qu'elle avait vécu. Alors Laszlo Garat avait eu le manuscrit entre les mains, ou le manuscrit, je ne sais pas, et il avait décidé de le traduire en français, et aussitôt il a voulu que ce texte soit publié en français. D'ailleurs, le texte hongrois de Daniel Olga n'a jamais été publié en langue hongroise. Donc je pense qu'il a sans doute Nathalie, je dis sans doute, je ne sais pas, Nathalie et Laszlo Garat ont établi la version finale du livre en étant encore sous l'influence assez tragique de ce livre que Laszlo venait de traduire du hongrois, qui décrivait la situation des Juifs d'Europe centrale, le sort terrible qu'ils avaient enduré. Donc voilà, ça vient, c'est ce ton qui vient envahir, et il est de façon diffuse, présent dans les deux grands derniers chapitres du livre. Donc il faut bien voir qu'à un moment donné, ça a été commencé comme quelque chose pour surmonter l'angoisse de la situation, sous un aspect satirique. Ensuite, ça a glissé vers autre chose. Et puis à la fin, ça a été un texte qui a été présenté et publié. Autre chose qu'il faut dire, ne pas oublier que donc, ce livre a été construit, rédigé en plusieurs étapes. Il a également été rédigé par deux personnes. On voit que, naturellement, c'est une vue de l'esprit de penser qu'on peut coécrire. Si, ça a été coécrit, et ça, je suis vigoureuse là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, par exemple, quand on regarde le texte, on voit certaines phrases du début qui ont une syntaxe hongroise. Là, je ne veux pas dire que Nathalie était en dehors du coup, pas du tout. Mais je veux dire qu'à un moment donné, prédominant. Voilà, c'est ça, prédominant. C'est-à-dire qu'à certains moments, l'un manifestement prenait un petit peu plus de place que l'autre, donnait sa vision de la chose, mais à tout moment, il s'accompagnait, bien sûr. C'est-à-dire que mon père avait une sainte horreur de la machine à écrire, comme maintenant on peut l'avoir pour l'ordinateur, et donc il ne voulait pas y toucher, et qu'il fallait quand même que ce soit tapé, donc, et ma mère tapait à la machine à écrire et mon père dictait, mais ma mère, en même temps, elle reprenait des choses, elle critiquait, elle mettait la fin au début, le début à la fin, comme en proposant, et finalement il y avait un accord des deux. Mais ça a été dans un jeu de ping-pong absolument permanent, auquel j'ai assisté. Alors j'ai eu tout, depuis le début, j'ai tout suivi depuis le début jusqu'à la fin, et il n'y a pas un chapitre qui n'ait été rédigé sans que je vois ce jeu de ping-pong, et je crois sincèrement que c'est... Je finis la phrase, et je dois dire que c'est vraiment une situation très particulière. Parce que ce qui se passe, ce que j'ai trouvé moi, qui m'a intéressé dans ce texte en tant que texte, parce que je ne connais pas très peu la personnalité des êtres vivants qui ont vécu cela. Il y a une expérience qui a été co-vécue, qui a été co-écrite, alors avec manifestement l'un des deux qui propose un message parce qu'il a été plus frappé par tel aspect d'une situation, et l'autre, en revanche, aura été plutôt frappé par tel autre aspect. Donc il y a une espèce de compromis qui s'établit. On voit bien cependant que les choses qui frappent l'un des esprits ne sont pas forcément les choses qui frappent l'autre. Donc il faut quand même, il y a un ajustement qui se fait. Ça apparaît en particulier quand on regarde la version hongroise qu'a établie ensuite Laszlo Garat seul, parce que lui, à ce moment-là, il a modifié ou il a fait disparaître certains passages dont on peut se dire soit
que Nathalie lui tenait davantage que lui, ou qu'il se sentait moins à l'aise avec cet aspect-là du livre. Par exemple, il y a de nombreuses références qui sont très marquantes dans le livre français, des références au judaïsme d'Europe centrale, beaucoup d'expressions en yiddish et également des choses qui ont référence à la culture, enfin, à la judéité et à l'hébreu, qui disparaissent, qui sont entièrement gommés, parce que le point de vue, le sentiment qu'avait Laszlo de sa judaïté n'était pas le même que celui de Nathalie. On connaît la différence entre la façon dont les juifs polonais et les juifs par exemple de Lituanie ou de Russie vivaient la situation, alors que d'être juif, tandis qu'à Budapest en particulier, et en Hongrie, quelqu'un qui était d'ascendance juive jusqu'à 1940, enfin, bon, on n'était pas différents, on ne parlait pas yiddish, c'était une assimilation qui était un petit peu comme le cas en Allemagne ou en France. Donc on voit que ça disparaît dans la version, par exemple, hongroise, et puis d'autres choses. Ça c'est en fonction, je pense, de la façon dont Laszlo voyait, lui, ce qui lui semblait important, et puis il y avait peut-être certaines choses sur lesquelles Nathalie insistait davantage, lui voyait ça comme peut-être moins primordial, et donc c'était supprimé, ou voilà, des choses comme ça. Mais c'est très intéressant parce que c'est une situation co-vécue, c'est une situation coécrite, avec cependant, on se distingue bien deux sources, manifestement, qui doivent s'accorder pour que le texte soit construit à deux. Et puis après, on voit le texte qui a été construit à deux, reconstruit avec simplement l'une des deux voies narratives, l'autre n'y ayant pas pris part, parce que je pense que Nathalie n'a pas pris part à la réécriture en hongrois. Ah ben non, oui, bien sûr. Mais, voilà. Mais cependant, je sais que dans son guide d'Israël, Nathalie Gara dit qu'elle avait quand même quelques notions de hongrois. Mais c'est peut-être que... Ma mère était très douée en langue. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand elle a vécu, elle a un peu, plus ou moins avant ma naissance, au début, enfin, elle a été en Hongrie plusieurs fois, donc elle comprenait le hongrois à peu près. Bien sûr. Et puis donc toute la partie où il y a des allusions très explicites au yiddish et à l'hébreu. Il faut dire aussi que la famille de Nathalie avait choisi dès 1924 de s'établir en Palestine. Et elle, donc Nathalie Rabinovitch, avait choisi de venir à Paris faire ses études. Le numerus clausus l'empêchant de suivre des études à Varsovie. Donc elle avait choisi la France plutôt que la Palestine, mais cependant elle connaissait bien les traditions. Mon père. Oui. C'est-à-dire que c'est ce qui a fait rester. Ah oui, ça, voilà. Donc c'est intéressant. Pour moi, ça a été intéressant de voir les choses qui disparaissaient. D'une part, les choses qui faisaient qu'il y avait quand même deux personnes, il fallait qu'elles se mettent d'accord sur une forme finale, et puis ensuite, qui prenait, donc qui s'est fait en plusieurs strates. Ensuite, Laszlo Gara, qui a repris tout seul le texte pour en faire la traduction en hongrois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que d'après ce que m'a dit Anna, le manuscrit le tapuscrit sur lequel il est tombé dans les archives Gara de Budapest, du musée littéraire Petőfi, ne porte pas trace d'une indication de lieu ou de date. Alors ça, c'est un petit peu, on peut se demander effectivement à quelle période il a fait cette traduction. Moi, mon idée, c'était qu'il l'avait faite assez peu de temps après, mais c'est à cause de certains indices bien spécifiques dont je ne vais pas entrer là-dedans. C'est cela, et je crois que c'était plus ou moins mon travail de comparer les deux textes, et puis de voir où est-ce que, tiens, là il y a un truc qui s'en va, là c'est un petit peu modifié, qu'est-ce qui est supprimé, et puis essayer de se demander pourquoi. Est-ce que c'est une question... alors manifestement les questions religieuses n'intéressaient pas tant que ça Laszlo, tandis que Nathalie en avait plus, la famille était plus familière de cela, des coutumes juives, des termes de beaucoup de vocabulaire yiddish et de dialogue en yiddish. D'autres choses qui intéressaient également Nathalie, il y avait des lieux de Paris
qui sont mentionnés dans le livre en français et des lieux dans le 11e arrondissement de Paris. Il y a le carreau du Temple, des lieux qui sont liés au judaïsme comme le carreau du Temple, la synagogue de la place de la Victoire, le faubourg du Temple, etc. Et même la rue de la Roquette. Et puis tous ces lieux-là parisiens qui ont, pour les Français qui connaissent un peu Paris, pas simplement comme touristes, sont liés à des quartiers de tradition où venaient s'installer les émigrés juifs étrangers. Ils ont disparu, je pense parce que sans doute Laszlo s'est dit que ça n'évoquerait pas grand-chose pour un public hongrois, surtout de l'époque. Il avait guère la facilité de venir comme touriste à Paris, mais cependant il subsiste par exemple la rue de la Roquette. Alors on peut se demander, est-ce qu'ils connaissaient tous deux quelqu'un qui habitait à la rue de la Roquette? Enfin, il y a parfois des choses dont vraiment je me dis, bon, ça c'est resté alors que tous les autres indices qui étaient à peu près du même acabit disparaissent. Donc ça doit renvoyer à quelque chose qui est ce que j'appelle, qui se rapprocherait un petit peu d'un roman à clé. C'est-à-dire il y a aussi des personnages qui apparaissent dans le roman français, qui sont manifestement fabriqués, en tout cas ce qui concerne le nom, certains, pas tous, parce qu'il y a le nom Ausence qui renvoie manifestement à quelqu'un qu'ils ont... Non, ça renvoie à une vie. Voilà. Oui, mais initialement... Où ils ont fait la connaissance de cela. Si on peut dire de ce genre-là, voilà. C'était à Ausence. Mais il y a des figures où on se dit, tiens, c'est bizarre, parce que telle personne, ça peut bien avoir été calqué sur telle personne qui effectivement était vivante à l'époque. Par exemple, un personnage qui est quand même assez important dans le récit, un paysan du lieu qui est assez riche, un protestant aux idées larges, passionné de Révolution française, qui s'appelle Lévi Seignos. Et il se trouve que la statue de Seignobos, était le père de l'écrivain Seignobos, était sur la place de Lamastre, la petite ville. C'est un historien. Voilà, Seignobos. Et comme par hasard, il y a ce personnage qui s'appelle Lévi Seignos et qui est passionné d'histoire. Donc on peut se dire, tiens, ça c'est un clin d'œil à Seignobos, qui était farouchement anti-pétainiste et qui avait été placé en résidence surveillée. Donc, quand on prenait un petit peu ça, on voit un personnage, on se dit, tiens, ça pourrait être Seignobos, Lévi Seignos, ou d'autres.